Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. On est ravis de vous accueillir donc chez Artefact pour cette troisième matinale de la data consacrée au data mesh. Juste un mot sur ces matinales de la data. Donc, c'est quelque chose qu'on a démarré à la dernière rentrée là. Donc, c'est la troisième qu'on fait. On en a déjà fait deux. Une première sur la transformation data en septembre et puis une deuxième récemment au mois de novembre sur l'éthique. Donc aujourd'hui c'est Data Mesh et voilà, c'est une série qu'on va continuer à faire sur l'année 2023. Voilà, l'idée chez Artefact, on a la chance de vivre pas mal de transformation data au cœur des entreprises et notre mission c'est d'aider les entreprises à réussir leur transformation data. Et donc on est ravis de partager des retours d'expérience très concrets avec certains de nos clients, certaines personnes avec qui on est en contact au quotidien. Donc on espère que ce format est utile et surtout n'hésitez pas après ce meeting à nous faire des retours sur si vous avez trouvé le sujet intéressant, quels seraient les sujets qui vous intéresseraient, etc. Alors je vais présenter nos invités aujourd'hui. Donc on a la chance d'avoir 4 invités de très grande qualité qui sont tous donc des gens qui ont une très longue expérience de la data et surtout des réalisations très concrètes. Voilà, donc nous avons avec nous donc Brice de chez Orange France qui est Deputy, alors je trouve le titre exact, Deputy Data IA Automation. Bienvenue Brice. On a Jean-Noël Lucas de L'Oréal qui est Head of Data Governance, voilà, très longue expérience du sujet. On a Jean-Christophe qui est l'ex-patron de la data chez Carrefour, avec pareil 20 ans d'expérience je pense chez Carrefour autour de la data platform. Voilà. Et puis Johan qui est, alors comment on dit, qui est chez Google Cloud, qui est lead du sujet analytique on peut dire ou... Disons ça, très bien. Bienvenue à tous les 4, merci beaucoup d'être là et de partager vos expériences. Peut-être un mot sur le sujet d'intro et puis on va être très très concret. Ouais, juste en fait on va avoir un format table ronde, 3-4 questions, et puis ensuite on se garde une vingtaine de minutes pour des questions de l'audience. Et puis après, on a du temps avec toujours des cafés, des croissants pour networker juste après la séance. Juste un mot sur le data mesh, et ça, vous inquiétez pas, ça va pas du tout être un exposé théorique. Le data mesh, c'est un espèce de buzzword avec plein de choses hyper abstraites dedans. Donc on va pas du tout vous raconter la théorie. Il y a des tonnes d'articles là-dessus, je pense que beaucoup d'entre vous les ont lus. Ce qu'on veut faire, c'est vous partager des retours d'expérience concrets. Peut-être juste quand même un mot pour cadrer le sujet. Je ne sais pas quelle est la maturité des gens dans la salle au-dessus, mais on peut dire que d'une manière générale, l'intention de cette idée de data mesh, c'est des techniques de décentralisation pour résoudre pas mal de problèmes qu'ont des grosses entreprises pour rendre accessibles leurs données à l'échelle. Voilà. Donc il y a les 4 piliers qu'on connaît, les data as a product, les self-service data platform, etc. Plein de concepts là-dedans. Nous, on va juste parler de problèmes business et raconter comment ces différentes entreprises ont réussi à les résoudre. Alors, on a une première question problématique. C'est en fait, comment... Donc dans chacune de vos entreprises, vous avez réussi à résoudre les problèmes typiques qui arrivent sur le goulet d'étranglement qui arrive autour d'équipes centrales quand on cherche à mettre à disposition la data à l'échelle. Donc goulet d'étranglement autour des sachants de la data, goulet d'étranglement autour de l'IT. On sera ravis si vous pouvez nous partager voilà, des recettes concrètes qui ont marché, votre contexte, et puis des recettes concrètes qui ont fonctionné. Peut-être juste... j'ai oublié cette question-là, mais je voulais laisser la parole d'abord à Johan pour, effectivement, avec un angle un peu plus tech, expliquer effectivement pourquoi on parle de data mesh en ce moment, pourquoi autant d'engouement, qu'est-ce qui a changé sur le plan tech qui fait que de nouvelles choses sont possibles. Ouais, donc la question c'est pourquoi maintenant en fait, pourquoi ce sujet maintenant. Je pense que c'est une question de simple maturité sur le sujet de la data en général, à la fois technologique et sur les usages, mais aussi un peu une frustration grandissante chez les entreprises qui ont été un peu l'élément déclencheur. Jusqu'à présent, toutes les entreprises ont fonctionné un peu sous le même paradigme où on a créé des plateformes data et on a centralisé ces plateformes-là parce qu'on n'avait pas le choix finalement. C'est tellement compliqué de gérer un data lake, un data warehouse, ce type de technologie à l'échelle d'une entreprise, de gérer sa disponibilité, sa scalabilité, sa maintenance, son évolution. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et beaucoup de skills qu'il était absolument irréaliste de penser diffuser dans tous les métiers. Donc on les a centralisés pour réduire un peu le boulet, on va dire, pour l'entreprise et pour faciliter leur accès au métier. Et ce qui a rendu possible la data depuis 20 ans, donc c'est très bien, mais ça a aussi créé quelques problèmes. Les premiers problèmes, c'est par exemple que cette équipe data-là, elle est dimensionnée d'une certaine façon et en général pas forcément assez pour répondre à toutes les demandes multiples et variées des métiers. Demandes qui d'ailleurs vont en s'accélérant. Tous les métiers de toutes les entreprises se font pitcher quotidiennement, si ce n'est plus la valeur de la transformation de l'IA
pour leur métier, et à juste raison, hein, c'est pas contre toi Fabrice, mais ça crée une demande qui est de plus en plus finalement exacerbée, et ça vient, on va dire, augmenter ce problème où le rôle de client-fournisseur un peu entre les business et la data commence à être sévèrement un goulet d'étranglement. Ce qui fait que soit les métiers font gentiment la queue et attendent qu'on leur mette à disposition la donnée pour leur cas d'usage, soit ils partent dans leur coin, ils font un extract de données et ils font un peu de shadow IT dans leur coin pour être autonomes. Donc ça, c'est le contexte qu'on voit très largement de partout, un bottleneck qui crée finalement une frustration et donc une envie de faire nous-mêmes les choses de notre côté, ou alors on fait gentiment la queue, ce qui arrive malheureusement assez peu souvent. Donc ça, c'est le contexte où on en est. Et puis en plus de ce bottleneck-là, ces équipes centrales, finalement, elles connaissent, on ne peut pas leur demander, elles sont déjà sous l'eau, on ne peut pas leur demander de connaître parfaitement toutes les données, fonctionnellement ce qu'elles veulent dire, comment les utiliser, comment les exploiter, quoi en faire, comment finalement les activer au mieux. Ça serait irréaliste de leur demander ça, en plus de toutes les compétences techniques pour faire tourner la machine qu'on a évoquée. Ce qui fait que ces gens-là, ils connaissent très bien la techno, mais ils ne connaissent pas forcément la data qui est sur cette techno-là, en tout cas pas aussi bien qu'on aimerait, ce qui peut amener des problématiques de qualité de données, de gouvernance de cette donnée-là, d'ownership de cette donnée-là, à qui je la demande, comment j'en ai l'accès, est-ce qu'elle est de bonne qualité. Et donc finalement, ces papiers, comme tu l'as dit, ces publications presque scolaires, on va dire, sur le data mesh, c'est juste une quintessence, une concrétisation de tout ça, en se disant que peut-être que maintenant, vu que justement les technologies changent, que le paradigme change un peu, que justement avec le cloud et d'autres technologies, les plateformes deviennent plus simples à administrer, est-ce que ce ne serait pas l'occasion maintenant d'en déléguer une partie de l'ownership dans les différents métiers pour qu'ils puissent être autonomes dans la création de leur cas d'usage, qu'on enlève ce bottleneck-là, que par essence ils connaissent mieux leurs données et donc qu'on règle des problèmes de qualité de données au passage, et est-ce que ce ne serait pas un peu un monde parfait ? Donc ça, c'est on va dire, le vœu pieux derrière tout ça, j'imagine. Maintenant, je pense qu'il est important de réaliser que c'est un vœu pieux, que c'est une publication, que c'est un papier, que c'est un essai. Il est très bien pour de l'inspiration. C'est bien d'avoir tous ces concepts en tête pour s'inspirer. Maintenant, je pense que c'est une mauvaise idée d'essayer de prendre ce concept-là et d'essayer d'y aller. Je pense que ce n'est pas la bonne approche. Je pense que c'est mieux de repartir des problèmes que chaque entreprise a, qui sont tous éminemment différents, et on va en entendre parler, et de se dire dans mon contexte, quel est le problème que j'essaie de résoudre parmi tout ça, et quelles sont les bonnes premières étapes pour commencer à le résoudre, et peut-être in fine atterrir sur un modèle entièrement décentralisé, mais chacun à sa vitesse et chacun avec son niveau d'ambition, on va dire. Super clair, merci beaucoup Johan. Alors du coup, on va parler du contexte de chacune des entreprises et qu'est-ce qui a été fait justement pour résoudre ces problèmes de goulet d'étranglement. Je laisse la parole à Brice d'abord. Si on parle du contexte, nous, il y a un truc qui est rigolo chez nous, c'est en fait, on avait une data platform historique qui n'était pas très orientée self-service. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la nature ayant horreur du vide, les métiers qui avaient les moyens, je dis bien ceux qui avaient les moyens dans l'entreprise, avaient recréé leur propre mini data platform. D'accord ? Donc on en a compté, selon la façon dont on compte, entre 40 et 60, si vous voulez. Donc on a quand même un sujet. Donc la première chose qu'on a dû faire, c'est de dire on va construire une nouvelle data platform as a service, enfin dans cette logique-là, grâce aux nouvelles techno, grâce à notre partenariat avec GCP, etc. Donc ça, c'est notre premier sujet. Parce que sinon, voilà, il y avait des métiers qui, je vous dis, avaient construit leur propre data platform. Il y en a d'autres qui n'avaient pas les moyens, qui eux avaient bien le bottleneck. Donc on avait les deux situations. Ensuite, on a fait une deuxième chose, on a créé notre data governance office. Et là, on a travaillé la qualité de la donnée, sa documentation, sa découvrabilité. Et maintenant, on rentre dans cette logique, nous on appelle ça data démocratie, donc derrière ça va bien chercher le self-service, etc. C'est ce qu'on va faire, hein, c'est pas fait, c'est ce qu'on va construire là, dans les années à venir. Et c'est comme ça qu'on va aller craquer les problèmes, parce que malgré ce qu'on a fait, malgré notre data platform qui est dans une logique as a service, malgré nos outils, on a encore des choses à faire, et c'est la troisième étape de notre transformation. Vraiment, data démocratie, je vous le décrirai peut-être un peu plus tout à l'heure. Voilà. Merci Brice pour ce retour sur Orange. On va passer à Carrefour avec Jean-Christophe. Bonjour. Donc, nous, la problématique était qu'en 2015, on avait besoin de transformer notre vision autour de la data. Donc, on était comme beaucoup d'entreprises avec une grosse équipe autour du décisionnel, donc une plateforme essentiellement orientée décisionnelle. Alors, quand je dis une, c'était plusieurs plateformes. On avait du Teradata, on avait de l'Exadata. Et donc, en 2015, on a décidé de revoir notre stratégie et vraiment une stratégie autour du système d'information en transformant le système d'information pour qu'il devienne data-centric. Donc, on a commencé on-premise à mettre en place toute une infrastructure qui nous a permis d'amener des nouveaux éléments au niveau de l'entreprise, en particulier le temps réel, parce qu'on n'était pas temps réel dans le passé.
Et donc, jusqu'en 2018, on a construit cette plateforme on-premise pour pouvoir commencer à transformer notre système d'information autour de cette vision data. En 2018, là, on a accéléré le besoin d'usage de la donnée pour pouvoir faire beaucoup plus d'IA, pour pouvoir faire beaucoup plus d'algorithmie, de commencer à se poser des questions de comment on allait transformer nos anciens systèmes décisionnels. Et donc, on a fait un partenariat avec Google à ce moment-là, et ça nous a permis de rentrer dans le cloud, donc d'amener de la scalabilité qu'on n'avait pas sur nos plateformes on-premise. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire, pour pouvoir accélérer, il faut qu'on change notre manière d'aborder la vision de la data. Donc il y avait des sujets autour de la plateforme, donc on va en reparler, mais de la plateforme as a service, en self-service. Et puis pour aller plus vite, c'était pouvoir démocratiser le fait que les métiers puissent devenir autonomes pour utiliser les données. Et donc c'est là où on s'est reposé des questions sur la manière de s'organiser en domaine data. Et puis la mise en place de toute la vision produit data. Et c'est ce qui nous a permis de commencer à se transformer. Et on commençait dans ces principes du data mesh, mais c'était vraiment un besoin pour pouvoir étendre nos capacités techniques en assurant une certaine cohérence. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Mais une fois que cette cohérence technique était assurée, comment on faisait pour démultiplier les usages métiers autour de ces organisations data domaine et data product. Et tu as fait ça, en fait, c'était même avant le papier du data mesh qui était... Là, c'était en 2018. Donc 2019, voilà. je sais plus quoi, ouais. On a démarré en 2018, donc le data mesh n'existait pas, mais on était dans cette philosophie sans le savoir. Donc moi, ce que je trouve bien dans le data mesh, c'est que ça a permis de formaliser des choses qu'on faisait, mais qu'on n'avait pas passé beaucoup de temps à essayer de standardiser, de mettre des mots derrière les principes qu'on mettait en œuvre. Tu as inspiré le data mesh. Non, je n'irai pas jusque-là. Super, merci Jean-Christophe. Jean-Noël, tu nous racontes côté L'Oréal. Alors oui, bonjour à tous. L'aventure data a commencé il y a 3 ans chez L'Oréal lorsque Jean-Paul Agon à Vivatech a dit voilà, on va devenir les champions de la beauty tech. Donc on s'est dit là, il va falloir vraiment qu'on orchestre notre data si on veut arriver là. Et donc on a commencé à contempler cette promesse des plateformes cloud, évidemment, avec une plateforme Google, by the way. Et derrière, de se dire comment on orchestre nos données sur cette plateforme, comment on arrive à rendre... comment on arrive à débottlenecker l'équipe centrale. Et dans les premiers cas d'usage qu'on a lancé Analytics, en fait, on s'est confronté à une problématique qui était de la préparation de la donnée. Ça prend à peu près 50% du temps d'un projet. Les équipes projet n'ont rarement les compétences pour faire cela. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut vraiment qu'on arrive à distribuer nos domaines, qu'on confie la préparation de la donnée on a identifié à peu près 18 domaines au niveau du groupe qui collent à peu près à nos métiers. Et on est parti avec un premier lead model sur la donnée produit, qui est un peu la colonne vertébrale des données du groupe. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste d'abord à casser des silos fonctionnels, parce qu'en fait, historiquement, chaque fonction a un peu sa vision du produit, d'essayer de mettre ensemble autour d'une table, donc d'identifier ces fameux data stewards dont tout le monde parle et on a toujours du mal à mettre un nom, un visage dessus. Donc les mettre dans une salle, se mettre d'accord sur un langage commun, parce qu'on se rend compte que finalement on parle tous de quelque chose, mais c'est pas forcément la même chose, donc tu arrives à vraiment définir cette taxonomie du produit. Et enfin derrière, de structurer cette donnée. La donnée produit, c'est beaucoup de master data, donc on a commencé par construire un référentiel et à le déployer à l'échelle au niveau global. Et enfin, de commencer à mettre ces données à disposition pour les différents cas d'usage. Et aujourd'hui, on a à peu près 50 cas d'usage qui tapent dans la donnée produit, donc on a la bonne intuition que c'est effectivement une des colonnes vertébrales des données du groupe, donc aussi bien pour la gestion du portefeuille de produits au sein des marques, pour optimiser la gestion de ce portefeuille, pour améliorer la distribution. On a des cas d'usage qui s'appuient simplement sur la hiérarchie pour consolider l'information au management, notamment sur le sell-out par exemple. Et on a des cas d'usage assez opérationnels, comme par exemple si on veut constituer une équation de stock, on a besoin d'avoir un langage commun sur cette donnée produit. Et après, on a commencé à mettre tout ça à l'échelle sur les 18 domaines qu'on a identifiés. Donc quelque part du data mesh, on a repris le concept de data as a product, le fait de distribuer ces data dans les domaines, et donc d'essayer de sortir de ce bottleneck de l'équipe centrale, tout en confiant la préparation à des gens qui sont spécialistes. Et juste pour réagir du coup à ce que vous venez de dire, finalement, en fait, le data mesh, si on le regarde, c'est pas forcément quelque chose d'éminemment disruptif ou nouveau ou transcendant. C'est finalement une évolution assez naturelle et organique. Alors certes ambitieuse, mais quand même assez naturelle finalement. Et une analogie que j'aime bien vous m'y faites penser, c'est que on est passé d'un... Oui, le micro, pardon. Désolé.
On est passé finalement, c'est un peu le même principe qu'on a appliqué à l'applicatif il y a maintenant 8-9 ans, quand on est passé des monolithes applicatifs aux microservices pour des besoins de scalabilité, de spécialisation et de distribution. Finalement, c'est exactement le même thought process qu'on est en train de faire maintenant à la data. On arrive maintenant au niveau de maturité qu'on avait il y a 8 ans sur l'applicatif et on applique les mêmes concepts à des populations différentes, mais c'est un peu la même idée. Donc voilà, juste pour dédramatiser un peu le terme et le concept. Et vous l'avez dit, vous avez commencé bien avant finalement que ce soit un papier. Yes, merci à tous, merci Johan. On va passer à une deuxième question. C'est alors, une fois qu'on s'est, si vous voulez, qu'on a commencé à s'organiser, commencé à construire des premiers data products, donc on a de la data qui est accessible. Il y a un grand pain point qu'on voit chez plein de boîtes, c'est comment on suscite l'usage, comment on se débrouille pour que, en pratique derrière, ce qu'on a construit est vraiment utilisé de manière très large dans l'entreprise. Voilà, donc je vais d'abord poser la question. Alors, dans quel ordre on prend les questions? Toujours pareil, Brice. Chez Orange, comment vous avez qu'est-ce qui a marché dans la démocratisation de la donnée dont tu parlais au début? Alors nous, c'est qu'est-ce qui va marcher, parce que on est en train de débuter. Non, mais ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est finalement ce qu'on a fait, ce qu'on a déjà nous. On a déjà des data studios, on a déjà des Power BI pour aller consulter de la donnée. On a déjà un data governance office qui travaille la qualité de la donnée avec un outil que je peux citer qui est Colibra, qui nous permet d'aller rechercher la donnée. Et pourtant, ça ne suffit pas. C'est ça la bonne question. Et pourquoi ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas parce que tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, mais quand on a fait nos gisements, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué la donnée. On l'a dupliqué et ça, c'est inefficient économiquement et ça pose plein de problèmes. Pourquoi? Parce que là, dans notre move vers notre nouvelle data platform, pour aller plus vite, on fait beaucoup de lift and shift. C'est-à-dire que cette duplication, elle est toujours un peu là. Et aujourd'hui, moi je vous le dis, on va dans notre outil de cataloguing, on va regarder, c'est quoi les équipements broadband de tel client au mois de janvier. Alors là, je vais vous dire, vous avez 800 réponses, donc laquelle est la bonne, je ne sais pas trop. C'est quoi un client Orange? C'est un client mobile, c'est un client fixe, c'est un client convergent, c'est un foyer? Ah bah, je sais pas, on ne sait pas non plus. Enfin, dans nos têtes, on sait, mais dans notre outil, on ne sait pas. Et puis voilà, c'est quoi au fait, est-ce qu'il a donné le consentement pour qu'on collecte ces données, sachant qu'on peut le donner par SMS, par email, sur le site, sur l'appli, sur le machin? Ah ben non, je ne sais pas non plus. Donc voilà, nos sujets, ils sont là, nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller dans cette logique de data démocratie, dans cette logique de data product. Nous, on a déjà des data stewards qui s'occupent de la documentation, qui vérifient que par domaine, la donnée, elle est documentée, etc. Mais on n'a pas encore cette notion de single source truth, cette notion de trustabilité de la donnée. Quand on recherche, le moteur de recherche, il doit dire ok, j'ai 800 réponses, mais la donnée qui est certifiée, qui a 5 étoiles, celle que vous devez utiliser, c'est celle-là. Et c'est ça qu'on doit mettre en place. Et pour mettre ça en place, il faut qu'on mette en place nos data products. Il faut qu'on ait une notion de backlog, il faut qu'on ait une notion d'historisation. Pareil sur notre catalogue telco. C'est quoi nos offres? On les change tout le temps, vous avez noté. Donc c'est quoi? Elles étaient à quel prix il y a 6 mois, il y a 3 mois, etc. Donc c'est tout ça. Donc pour faire ça, il faut qu'on se mette vraiment en logique produit, qu'on ait des chefs de produit, si on veut parler un petit peu français, de notre data product. Donc ça va pas du coup. Voilà, il faut qu'on fasse ça, qu'on ait une historisation, qu'on ait un backlog, que les gens puissent dire attends, dans ton produit là, on est à une fraîcheur J+2, mais moi, mon besoin, c'est H+1. Donc je te mets dans le backlog de ton produit mon besoin H+1 parce que je le veux. Voilà. Et donc c'est ça qu'on veut mettre en place. Donc nous, on fait des POC. Voilà, on va être modeste sur ce sujet. Donc on fait des POC sur tous les sujets que je vous ai cités. C'est quoi un client? C'est quoi le consentement? Alors on dit plus consentement, on dit permission, parce que vous noterez la nuance vis-à-vis de la GDPR. C'est quoi notre catalogue telco GP? Et puis c'est quoi un client, au fait, chez Orange? Voilà. On est en train de faire des POC et j'espère qu'on va développer l'usage comme ça. Super. Je vais laisser la parole à Jean-Noël sur L'Oréal. Donc toujours sur ce sujet démocratisation, où on en est, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vois qu'on a beaucoup de choses en commun, hein, c'est bien, vous êtes un peu en avance par rapport à nous, donc on va pouvoir apprendre beaucoup de choses de vous. Mais oui, non, donc nous, comme on disait, là, on a vraiment travaillé beaucoup sur la mise à disposition de la donnée, donc on a à peu près 40% de nos données qui sont désormais disponibles sur cette plateforme. Et ce qu'on fait maintenant, donc on a appelé ça un peu Data Ready for Business, parce que gouvernance, c'est pas un terme très porteur chez L'Oréal, donc on a choisi un terme qui est un peu plus concret. Et vraiment, c'est cette préparation de la donnée dont s'occupent les équipes et les domaines pour Data Ready for Business. Et maintenant, on est en train d'activer ce qu'on a appelé Business Ready for Data. Donc, comment on fait en sorte que le business soit capable de vraiment s'approprier cette donnée. Donc, ça s'est fait avec un premier niveau de cas d'usage groupe, en fait, assez stratégique.
Et dans un deuxième temps, en fait, on a besoin de pouvoir irriguer toutes nos ressources dans les affaires marché, comme on les appelle, hein, pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions avec cette donnée. Et là, en fait, on est vraiment dans cette approche où le prérequis, c'est que la donnée soit disponible, qu'elle soit discoverable. Donc, effectivement, on a aussi catalogué la donnée avec le même outil dont vous avez mentionné. Mais enfin, comme tu disais très bien, ça ne suffit pas, en fait. Il faut qu'on arrive à apporter un savoir-faire de last mile de la BI, en fait. Alors ça, on l'a déjà expérimenté, en fait, en déployant Power BI sur nos stacks historiques de Data Warehouse. Donc déjà, ça fait un peu première vague de change management où les gens savent mieux s'approprier la donnée, jouer avec. Mais dans un deuxième temps, on essaie de faire monter les domaines dans la chaîne de valeur de la data pour que la data soit vraiment la plus opérationnelle possible, la plus utilisable possible. Donc on leur demande de préparer plus seulement des objets simples, mais des KPI. On leur demande de préparer des consumption datasets. Donc on fait monter ces domaines dans la chaîne de valeur pour se rapprocher des cas d'usage du business. Et on essaie de faire en sorte que tout soit gouverné par les domaines dans la mesure du possible, sachant qu'en fait, on part quand même d'un historique similaire au vôtre où on avait autant de plateformes et autant de cas d'usage qui avaient été traités plus ou moins différemment. Donc ce challenge derrière, c'est aussi le challenge de l'acculturation à la donnée, le challenge du change management pour amener les gens vers des solutions plus standardisées et qui y trouvent un vrai bénéfice. Super Jean-Noël, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. Très utile, très concret. Et Jean-Christophe, peut-être pour conclure sur ce thème. Oui, donc effectivement, l'enjeu, c'est l'utilisation de la donnée. Donc l'élément important de tout ce qu'on a mis en œuvre, c'était que l'utilisation de la donnée soit la plus facile possible pour tous les gens dans l'entreprise qui avaient besoin de la donnée. Donc il y avait des sujets BI, mais il n'y avait pas que des sujets BI. Et donc l'objectif de la plateforme, c'était de pouvoir donner accès à la donnée sous forme de reporting, sous forme de KPI, mais aussi tout simplement accéder à une fiche produit, accéder à un KPI de chiffre d'affaires dans les applications opérationnelles. Donc c'était tout ce travail-là qui était à mettre en œuvre. Et donc ça, c'était responsabiliser les équipes produits data sur leur périmètre de données, sur la totalité de ces usages-là. Et donc la mise en place de l'organisation par domaine et des data product owners a mis en évidence un rôle très important du product owner, du data product owner, qui avait pour mission de bien comprendre les besoins d'usage et d'utilisation des produits data qu'il avait en responsabilité, et derrière d'assurer donc la spécification de ces produits-là, mais surtout derrière d'assurer la communication. Et donc l'un des rôles essentiels du data product owner dans l'organisation Carrefour, c'est d'assurer que les produits data qu'il met en œuvre soient utilisés. Alors on n'était pas arrivé jusque-là, mais je dirais qu'aujourd'hui ça devrait être presque dans les gènes, c'est que le data product owner devrait être payé sur l'utilisation de ces produits. Et donc ça oblige du coup à ce que les data product owners soient totalement responsabilisés sur le fait que leurs produits soient correctement documentés, soient correctement et facilement utilisables. Et derrière, ils s'assurent qu'ils soient utilisés. Et donc, derrière, ils ont une grande responsabilité sur l'animation au quotidien de l'utilisation des données. Et on est passé d'un monde où, dans le temps, quand on avait besoin, par exemple, d'un rapport, les équipes métiers s'adressaient à l'équipe centrale BI. Là, l'objectif, c'est que les équipes métiers soient autonomes, mais par contre que le data product owner leur explique les modèles de données, la capacité à accéder à la donnée, et leur facilite tout ce travail-là et les accompagne pour utiliser en self-service la donnée. Et donc, c'est un rôle essentiel dans l'organisation que ces data product owners. Et c'est ce qui a transformé l'usage de la donnée. C'est les fameux cafés data model de Carrefour, c'est ça? Et donc ça a donné naissance, et c'était une obligation pour les data product owners d'animer des data experts, et puis ce qu'on a appelé des data cafés. Le data café, c'était assurer qu'on puisse facilement utiliser des fonctionnalités de Data Studio, par exemple. Donc comment créer un Data Studio, comment faire un rapport, etc. Donc sur des outils. Mais en parallèle de ça, c'était pour les data experts. Et les data experts, c'était des meetings qui avaient lieu tous les 15 jours, dont l'objectif était d'expliquer une thématique, la fiche produit et les services qui permettent d'accéder à la fiche produit, tous les KPI de chiffre d'affaires, tout ce qui était autour du ticket de caisse. Donc chaque data product owner organisait ces formations pour que les gens deviennent autonomes à travers ces fameux data experts, où plus de la moitié des gens qui participaient étaient des gens métiers,
Donc c'était impensable il y a 3 ans que des métiers soient formés à des modèles de données. Mais l'objectif, c'était de rendre ça compréhensible et utile pour les métiers. Et donc 60% des gens qui participaient au Data Expert étaient en fin de compte des gens du métier pour comprendre des modèles de données. Canon, merci à tous les trois. On va passer à une troisième problématique. Donc, ok, on travaille sur les fondations, on met de la data à disposition, on travaille sur la data démocratie, c'est-à-dire pour que des humains puissent l'utiliser. Et en fait, plus on va se mettre à faire des traitements analytiques, je sais pas, des algos de forecast, des moteurs de recommandation, plus en fait on va avoir de nouveaux besoins qui émergent, qui vont être par exemple pas que ce résultat soit uniquement consommable par un humain, mais qu'il vienne nourrir des applicatifs opérationnels. Par exemple, un algo de forecast, ça va nourrir des systèmes de supply chain pour aller déclencher des commandes derrière. Un moteur de reco va devoir s'intégrer à des back-ends de systèmes de e-commerce, etc. Et donc, il y a un grand besoin qui est, voilà, c'est au-delà de servir des besoins purs analytiques, comment je m'intègre au monde des applicatifs opérationnels, au legacy, etc. Je vais d'abord laisser la parole à Johan, plus sous un angle tech, sur qu'est-ce qui se passe entre ces deux mondes analytiques opérationnels. C'est un bon point, surtout que la donnée doit redescendre dans les systèmes opérationnels, mais elle doit d'abord remonter dans les systèmes analytiques. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une des choses que j'aime beaucoup dans cette nouvelle idéologie, finalement, c'est que aujourd'hui, en tant qu'on fait tous de la data analytics ici, et pas que, mais on voit les systèmes opérationnels finalement comme des sources, enfin on les appelle des sources d'ailleurs, c'est des sources de données pour l'analytique. Et ça, je trouve que c'est un paradigme qui a lui aussi des fondations, on va dire, historiquement technologiques. Jadis, il fallait qu'il y ait des systèmes opérationnels avec des bases opérationnelles. Ces bases ne pouvaient pas tenir la charge analytique, on n'y arrivait pas, c'était pas possible. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait la donnée pour les mettre dans des bases qui étaient dédiées ou des data lakes dédiés pour faire de l'analytique. Et ça a créé un peu un fossé entre les deux, où il y avait un rôle un peu de source consommateurs, en tout cas, qui vont ensuite exposer cette donnée-là. Et dans ces nouveaux paradigmes, on va essayer d'aligner finalement tout ça par domaine. Je trouve qu'une des valeurs, alors certes, mieux exposer la donnée, mieux diffuser sa connaissance dans les métiers, les data products, ça a beaucoup de valeur. Mais finalement, se rapprocher aussi des sources, que finalement, ce qu'on veut, c'est aussi conserver la connaissance de la donnée. Et qui mieux que les gens qui la génèrent ou qui la captent pour connaître cette donnée-là, et donc pour l'expliquer finalement à ces gens-là en bout de chaîne. Et donc un truc que j'aime beaucoup dans ces paradigmes-là, c'est ce rapprochement finalement entre les équipes opérationnelles et les équipes analytiques, parce que ce rift, on va dire, technologique, ces capacités qui nous manquaient à l'époque, qui nous ont incité à séparer les deux mondes, pareil, commence à s'estomper. Et on commence à se dire, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de rapprocher les deux mondes et de penser la data au sein d'un domaine comme une entité à part entière pour des besoins opérationnels, peut-être pour servir un applicatif, une API, ou pour des besoins analytiques, qui peuvent d'ailleurs aussi être un applicatif ou une API. Est-ce qu'on n'arrêterait pas de voir ces deux mondes-là comme différents et séparés, avec des têtes séparées, mais vraiment quelque chose d'holistique. Donc ça, pareil, c'est un vœu pieux. Comment on y va? Chacun y va un peu à sa vitesse. Il y a des groupes qui ont fait ça, par exemple, en mettant juste les gens sur le même plateau. Donc les gens par exemple qui gèrent SAP et la supply sont sur le même plateau que les gens qui gèrent l'analytique pour la supply. Peut-être que c'est juste ça, peut-être qu'il y a des gens qui ont cassé les lignes de reporting pour les mettre dans les mêmes équipes. Chacun y va un peu à sa vitesse, chacun y va avec son niveau d'ambition, parce que c'est quand même ambitieux encore une fois. Mais je pense que c'est un des points clés finalement de ces nouvelles approches. Arrêtons on a des carcans, je pense, qui nous auraient été imposés par des technologies passées, et peut-être que c'est l'occasion de repenser aussi ces organisations-là. Merci Johan. Peut-être alors du coup, comment vous y allez, les amis? Jean-Noël, est-ce que tu veux nous raconter chez L'Oréal où on en est, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Alors, on a commencé à réfléchir à ces opportunités vraiment que la couche analytique puisse renvoyer des décisions vers l'opérationnel. Et on a quelques cas d'usage là-dessus, mais moi, ce que j'ai noté qui était vraiment important dans un premier temps, c'est de s'assurer que les opérationnels comprennent bien sur quelles données leur process s'appuie. Et de s'assurer qu'ils ont bien identifié ces données et qu'ils ont bien pu les mettre en qualité. Donc ça, c'est une première étape qu'on a menée au sein des domaines, c'est de réfléchir avec les opérationnels à leurs process clés, identifier les données qui les supportent et de faire en sorte de s'assurer que ces données, on peut les observer et on peut améliorer la qualité. Parce que si on veut ensuite passer à l'étape suivante qui consiste à dire maintenant, je veux vraiment utiliser mon analytique pour automatiser un certain nombre de tâches, là, j'ai vraiment besoin d'assurer la qualité. Sinon, c'est pas possible. Sinon, on retombe dans le syndrome du 737 max, que j'utilise souvent comme pour illustration. C'est pas très sympathique, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que la donnée n'est pas bonne à l'entrée, si vous donnez la main à un algo, ça peut être assez fatal. Même si nous, on ne fait jamais que de la crème, donc ça sera un peu moins risqué. Donc, qu'est-ce qu'on a cherché à faire dans l'opérationnel concrètement? C'est des cas assez simples. C'est
On a une problématique avec nos magasins qui est de faire le bon replenishment. On n'est pas des géants du retail, on n'est pas des pros du retail, contrairement à Carrefour. Donc on a appris à gérer nos magasins et on a un peu de mal à gérer nos stocks. On a toujours trop de stocks sur certains trucs, pas assez sur d'autres. Donc on a cherché à automatiser avec un algo cette approche-là, avec une couche Anaplan par-dessus la GCP. Donc ça nous a beaucoup aidé, parce que du coup maintenant on a moins de problèmes de stock. Et aussi on cherche de plus en plus à faire en sorte de pouvoir apaiser nos systèmes, faire en sorte que les données passent d'un système à l'autre de manière plus fluide et synchronisée. Donc typiquement la donnée produit, on a beaucoup travaillé là-dessus, parce que la donnée produit, il y avait N sources, comme tu le dis, qu'il fallait agréger ces sources pour pouvoir ensuite publier une vision assez 360 en fait, du produit. On a typiquement besoin de syndiquer cette information à nos distributeurs, à Carrefour, mais aussi maintenant de plus en plus mettre à disposition pour que les consommateurs puissent avoir de l'information sur le produit. Donc on a travaillé sur cette APIisation, qui est déjà une première étape vers le fait de pouvoir opérationnaliser vraiment la donnée qu'on a dans la plateforme. Et là on voit très clairement que maintenant on a des cas d'usage qui se profilent autour notamment de la gestion de la supply chain. On a des catalogues de produits, vous avez pu remarquer, qui sont assez larges chez L'Oréal, donc c'est toujours un challenge pour la supply de gérer cette complexité. Et on a besoin de mieux segmenter la gestion du catalogue pour se dire, par exemple, des produits qui se vendent très bien, on a besoin d'avoir un replenishment plus fréquent, des ordres de production à la semaine, et puis d'autres, en revanche, mensuels, si. Donc comment on arrive à bien segmenter et avoir une dynamique de cette segmentation, c'est là qu'on arrive à réfléchir, oui, peut-être l'analytique peut venir au service de ces problématiques. Et ce n'est pas des gens qui vont maintenir des statuts dans des systèmes qui vont pouvoir gérer ce genre de problématiques. Parce qu'on n'a pas la discipline pour faire ça, clairement, et on n'a pas non plus le nombre de ressources nécessaires. Donc là, vraiment, on voit les opportunités se profiler autour de ce type de sujet. Voilà. Canon, merci. Merci Jean-Noël. Brice, tu veux nous raconter chez Orange sur ce thème, ce que vous avez envisagé de faire. Sur ce thème tech, je voulais juste dire, donc nous, en fait, je vais vous illustrer ce thème avec un POC qu'on a fait. Juste dire, on parle tech, mais il y a quand même beaucoup de change dans cette démarche-là. C'est-à-dire, pour faire notre POC, il faut déjà qu'on explique la démarche. Ensuite, il faut qu'on aille voir, on vient à peine de faire comprendre ce que c'était un data steward, qu'on veut introduire la notion de data product owner. Ensuite, il faut qu'on décide nos priorités. Ensuite, il faut qu'on nomme les data product owners sur nos priorités. Les gens ils disent, attendez, moi j'ai déjà un métier, je te rappelle. Enfin, tout un tas de choses. Une fois qu'on a fait ça, nous, on a passé toute cette étape-là, qui n'est pas rien. Donc là, maintenant, parlons tech. Donc, par exemple, sur le POC qu'on veut faire sur les permissions ou le consentement dans notre ancien nom, ce dont on s'aperçoit finalement, c'est que c'est quelque chose qui était stocké dans plein de legacy, à plein d'endroits différents, parce que c'était collecté par plein de canaux différents. Encore une fois, des fois, on a des consentements par SMS. Est-ce que vous acceptez les SMS, dites stop, machin, sur le site web, sur l'application, même en boutique, je crois qu'on peut l'enregistrer également. Et au début, c'est ça qui est intéressant, on s'est dit, on va traiter... Donc on a nommé notre data product owner et on a essayé de traiter dans la base analytique, dans notre gisement GCP. Et puis on a bifurqué parce que c'était pas la bonne solution. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des objets métiers à la source du SI. Et ces objets métiers, ils vont irriguer à la fois nos gisements analytiques pour l'intelligence artificielle, mais également de base opérationnelle. Et c'est en ça, nous, qu'on voit que ça va transformer au-delà du domaine data standard jusqu'au plus profond de l'IT, et ça va gommer cette vieille frontière entre l'analytique et l'opérationnel. Parce que si on le fait que sur l'analytique et sur l'intelligence artificielle, on n'y arrive pas en fait. On fait des verrues, voilà. Il faut aller à la source. Et si on fait à la source, on gomme la frontière. Et c'est une transformation qui est plus profonde et qui va s'infuser dans tout le SI. Voilà. Super, merci à toi Jean-Christophe. Je pense que Carrefour c'est intéressant, c'est peut-être à mon avis vous qui êtes allé le plus loin je pense dans cette convergence analytique opérationnelle. Oui, donc effectivement, nous le sujet c'était que la data elle doit être disponible pour tous les usages. Et donc on s'est mis dans cet objectif-là autour de la plateforme. Et donc l'un des sujets c'est déjà le niveau de service. Historiquement, d'un côté on avait la BI qui avait des niveaux de service qui n'étaient pas du tout ceux de l'opérationnel. Mais l'objectif de la plateforme data, c'est que maintenant tout soit capable d'avoir le même niveau de service. Donc ça, on s'appuie beaucoup sur les capacités des plateformes aujourd'hui qui permettent de le faire. Ça c'est assez récent parce que c'est souvent l'argument qu'on oppose à cette convergence, à dire en fait vous ne vous rendez pas compte
les SLA opérationnels Oui. sont bien supérieurs à ce qui est nécessaire en analytique. Mais Ça c'est- plante, tout plante. Et, Voilà, du coup, en ça c'est fait, l'ancien monde. voilà. Là, aujourd'hui, le nouveau monde fait qu'on ne peut plus être dans ce cas-là. L'analytique devient un outil opérationnel comme les autres. Et aujourd'hui, alors surtout si vous intégrez le temps réel, donc si vous transformez votre système d'information en temps réel, mais l'analytique il devient temps réel. Donc il est au même niveau de service que l'opérationnel. Donc c'est un élément très important. Une fois qu'on a dit ça, il y a les objets métiers qu'on voulait mettre à disposition. Donc on revient sur les data products. En fin de compte, nous, autour de chacun des objets métiers, il y a 3 grandes catégories de services. Il y a la data as a service. Donc typiquement, je suis sur une fiche produit. Je vais pour un produit récupérer toutes ces informations. On est dans de la data as a service. On veut un ticket de caisse. On a une identifiant de ticket de caisse. Je récupère le ticket de caisse. C'est de la data as a service. Donc ça, c'est le premier type de service. Le deuxième type de service, c'est de pouvoir mettre à disposition l'analytique as a service. Donc typiquement, pour un produit, je vais avoir son score avoir un score de substitution. C'est-à-dire si ce produit-là, je ne l'ai pas, quels sont les produits avec un score le plus proche qui permet de dire c'est un produit équivalent. Mais là, on est dans du résultat analytique, mais c'est pour un produit. Et donc, cette information-là, quand on est sur un site e-commerce, quand vous avez un produit qui n'est plus disponible, eh bien, c'est ce genre de services qui sont appelés. C'est du service analytique, résultat de traitement de beaucoup de données, mais qui va faire que ça va être appelé de manière unitaire. Donc, on a besoin d'avoir des niveaux de service de très bonne qualité sur ces genres d'appels. Puis le troisième type de service, c'est les KPI as a service. Et donc là, c'est tout le monde de la BI, où on n'est plus à faire de la BI uniquement à travers du reporting, mais aussi on met à disposition les KPI en service pour pouvoir les intégrer là où il y en a besoin dans les applications opérationnelles. Et donc, dès qu'on a besoin d'un chiffre d'affaires, on a plein de rapports qui donnent du chiffre d'affaires, mais dans la fiche produit, vous avez besoin d'avoir aussi le chiffre d'affaires de ce produit-là, sa marge, etc. Donc, très important, le produit et le résultat, le produit data, on a ces 3 catégories de services à mettre autour. Et donc, ce sont des éléments très très importants dans la mise à disposition de la donnée et du rapprochement de l'opérationnel et du décisionnel. Et donc, chez Carrefour, on était maintenant en train de mettre en œuvre l'étape suivante, c'est que, par exemple, sur tout ce qui est tourné autour du produit, les équipes en charge du domaine prenaient en charge à la fois la partie opérationnelle, donc le MDM autour du produit, mais aussi toute la partie analytique. Et donc la data au sens large produit, c'est de bout en bout de la responsabilité de la même équipe. Et effectivement, chez Carrefour, des référentiels produits, on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs. Donc on a commencé par consolider ces éléments et maintenant c'est comment on va jusqu'à la prise en main de la génération des données, de la mise en œuvre du MDM produit pour qu'il soit le plus cohérent possible avec toute cette chaîne analytique et KPI. C'est bien, merci Jean-Christophe. On va arriver sur la dernière question avant de prendre des questions de la salle. En fait, je voulais demander à chacun de nos invités donc, vous avez tous 5 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience très concrète sur des projets data, de partager en fait quels seraient les 2 ou 3 apprentissages majeurs que vous avez eus sur tous ces projets qui peuvent constituer en fait des conseils pour tous ceux, tous les gens qui font partie d'entreprises ici dans cette salle pour accélérer. Qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous conseillerez à toute personne qui souhaite accélérer sur cette démocratisation de la data? Peut-être Brice, je te laisse démarrer. Oui, moi j'aurais 2 conseils. Alors le premier, c'est un conseil assez simple qu'on a déjà dit, c'est ne faites pas du data mesh by the book. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. En tout cas, on avait quelques pionniers, des architectes lead que je salue là, qui faisaient de l'inception, mais pas du by the book. Voilà, ils infusaient les idées pour que ça rentre un petit peu dans les cerveaux. Et après, on avait nos douleurs. Et c'est la rencontre de nos douleurs et, je pense, de cette inception qui, à la fin, on a pris des décisions. Et puis, il y a des gens qui sont venus nous dire, vous faites du data mesh. On est super, on est content, mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est juste de résoudre nos douleurs. Et après, il y a des gens qui réfléchissent en profondeur et qui vous présentent des solutions. Et vous apercevez que vous ne faites pas by the book. Vous résolvez vos douleurs avec des solutions qui ont été réfléchies, testées, etc. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est que nous, notre conviction, c'est que si on va vers une démocratisation, un self-service, il faut, pas en contrepartie, mais en tout cas, il faut une gouvernance fédérée forte. Parce que nous, on a des règles assez fortes sur l'usage de la data, sur l'éthique, sur la sécurité, sur le FinOps, sur les outils qu'on veut utiliser. Et donc,
cette démocratisation, elle doit s'accompagner d'une gouvernance fédérée forte. Et nous, voilà, on fait ça. Et on a même un outil qui nous permet, entre guillemets, de mettre sous contrôle nos règles. Donc oui, démocratisation, mais en face, il y a quand même des règles de travail, sinon on va avoir des problèmes. Voilà. Merci Brice. Jean-Noël. Alors pour ma part, il y a 3 enseignements. Le premier, c'est qu'il faut s'acheter du temps initialement pour faire en sorte que cette donnée soit disponible. Donc avec l'aide de Fabrice, au démarrage de notre voyage, on a vendu ce concept de dette de gouvernance, c'est-à-dire voilà, il faut remédier cette dette de gouvernance. Il va nous falloir 2-3 ans et derrière, il faut mettre les moyens. Donc de faire comprendre au management qu'il y a un investissement initial. Moi, à la base, je suis un financier, on ne gagne jamais d'argent si on n'investit pas au départ, donc il faut investir. On a investi, donc on a rajouté presque 100 personnes dans ces domaines, c'est pas rien à l'échelle du groupe, pour vraiment préparer la donnée. Dans un deuxième temps, Jacques, il faut faire entrer des nouvelles compétences dans le groupe. On n'est pas à la base des gens qui sont très data-driven chez L'Oréal, on est plus des intuitifs et des créatifs. Donc ça a été l'opportunité un peu d'hybrider le talent. Donc pour constituer ces domaines, on a été chercher des talents data. Et puis aussi des gens qui avaient une vraie compétence métier pour nous expliquer comment ils se servaient de la donnée, comment ils envisageaient de s'en servir demain et pour pouvoir parler au métier. Et derrière, le rôle du data office, c'est vraiment de faire monter en compétence tout ce monde-là. Et ça aussi, faut pas le négliger, c'est un effort assez constant. On a monté des chapters, des bootcamps, enfin tous les termes de l'agile que vous connaissez, mais derrière, c'est beaucoup d'efforts de montée en compétences. Et ça, c'est fondamental. Et ça fait partie de cet investissement. Et enfin, dernièrement, je dirais que il faut gérer tout ça, toute cette transformation data comme un programme. On a fait en sorte de le rendre visible au niveau du groupe. Il fait partie des top 10 programmes du groupe. Et donc derrière, il y a tout le marketing associé avec, qui est hyper important. Parce que ce n'est pas un sujet simple pour nos L'Oréaliens. On est plutôt des gens concrets et pas forcément toujours conceptuels. Et donc malheureusement, le data mesh est un concept. Donc il faut le rendre très concret, illustré en permanence. Et on est toujours dans cette approche un peu poète, paysan qu'on aime bien chez L'Oréal. Donc de faire rêver effectivement avec quelques concepts, mais très rapidement, il faut illustrer. Sinon, le rêve ne prend pas forme. Et donc on essaie d'illustrer au maximum avec les cas d'usage qui sont partis déjà et de faire énormément de com et de repeat en fait. À la fin, il faut augmenter le reach et le repeat sur ce sujet-là pour qu'on puisse continuer à financer l'aventure. Parce que si derrière on n'est pas capable de démontrer la valeur qui sort de ces cas d'usage, la pompe à financement elle va vite se gripper. Donc ça c'est fondamental. Merci Jean-Noël. Jean-Christophe. Alors, donc, par rapport à toute cette vision du data mesh, c'est clair que c'est aujourd'hui un mot qui est utilisé beaucoup, mais ce qui pour moi est très important, c'est avant tout un sujet organisationnel. Et donc le data mesh amène à se poser des questions organisationnelles. Et du point de vue de cette organisation, il y a 2 sujets. Il y a un sujet qui est autour du métier, donc les domaines et les data products. Et puis il y a un sujet qui gère la transversalité. Donc c'est la partie gouvernance fédérée et la partie infrastructure en self-service. Sur la partie métier, c'est là où on va distribuer les responsabilités. Sur la partie infrastructure, là je pense qu'il faut rester globalement assez centralisé. Alors quand je dis centralisé, c'est qu'il faut mettre à disposition un ensemble d'éléments. Donc ça commence par une plateforme qui soit capable de s'ouvrir le plus possible, de scaler. Donc il faut être dans le cloud. Je pense que c'est difficile de faire du data mesh. Alors c'est possible, hein, mais je pense que c'est difficile s'il n'y a pas de cloud. Sur ce cloud, on a plein de composantes technologiques, mais il faut que l'équipe en charge de la partie infrastructure les choisisse, ces composantes technologiques. On ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi quand même là-dessus. Et il faut ensuite, au-dessus de ces produits-là, ces composants-là, mettre en place des frameworks qui vont obliger à travailler de la même manière techniquement. Et c'est ces frameworks qui doivent être le plus simple possible à utiliser et mis à disposition des équipes domaines et des équipes produits pour eux construire des data pipelines, construire des produits data en utilisant ces frameworks qui, eux, intègrent un certain nombre de choses. Et les choses qui sont intégrées dans ces frameworks, c'est le lien avec la data gouvernance fédérée. La data gouvernance fédérée, elle a plusieurs objectifs et elle est essentielle dans cette approche. Elle a des objectifs pour s'assurer que les métiers vont pouvoir créer des objets qui soient interopérables. Donc il y a des notions de langage commun. Un élément très important, c'est travailler sur les clés qui sont dans tous les systèmes d'information qui permettent de croiser de l'information. Donc c'est des choses essentielles. Elle doit travailler sur des règles de nommage, enfin tous ces éléments-là. Donc assurer qu'il y a des règles qui sont définies, des policies qui sont définies pour la sécurité et qui seront mis en œuvre par les équipes produits et les domaines.
Et en contrepartie de ça, la data governance doit aussi travailler avec les équipes en charge de l'infrastructure pour s'assurer que l'ensemble de ces règles sont intégrées. Donc les data governance, je parle de data governance opérationnelle, ces data governance sont intégrées as code dans tout ce qui est créé dans les frameworks pour s'assurer que la data governance, par défaut, elle est intégrée dans la manière de développer des data pipelines parce que les frameworks l'intègrent. Donc pour moi, c'est un peu la conclusion de la manière dont on a fait chez Carrefour et qui fait que derrière, ça, c'est un succès dans la mise en œuvre. Merci beaucoup Jean-Christophe. Et je vais laisser Johan conclure, plus avec un nom plus tech. Ouais, bah, en termes de learning et de conseil, je ne suis que trop aligné avec mes camarades ici. Je vais pas les paraphraser sur le besoin d'investissement, sur le besoin de ne pas aller vers un modèle, mais plutôt aussi de résoudre des problèmes. Peut-être je vais en rajouter un. Tu l'as dit Jean-Christophe, c'est un sujet qui est éminemment organisationnel. Enfin, c'est le cœur de tout ça, hein, comment on s'organise pour faire tourner la machine un peu mieux. Et je me dois de le préciser, n'oublions pas non plus que c'est aussi des enablers technologiques qui rendent possible ça aujourd'hui. J'entends autour de moi qu'on a fait des bons choix ici, c'est bien. Toujours est-il que c'est critique, je pense. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on aurait eu du mal, si je reprends mon analogie tout à l'heure, microservices versus applicatif, on aurait eu du mal à faire ça sans Docker et Kubernetes, par exemple. Et de la même façon, aujourd'hui, ces plateformes self-service à destination des business, on a besoin qu'elles soient possibles, en fait. On a besoin que ce soit simple à utiliser, simple à manager. Sinon, encore une fois, on retombe dans une usine à gaz qu'on ne peut pas déléguer au métier. Et donc, des outils serverless, j'ai nommé par exemple BigQuery chez nous, mais il y en a d'autres ailleurs sur le marché. Des outils aussi simples et faciles à utiliser sont, je pense, des enablers clés, pas forcément critiques, pas forcément capitaux, ils ne sont pas sur le chemin critique, mais de facilitateurs de ce genre de pratiques. Et on parle de la plateforme elle-même, mais pareil, les outils typiquement de gouvernance, beaucoup ont été nommés. Colibra qui est un très bon outil. Nous-mêmes, Google, depuis le début de l'année, on investit très lourdement sur des outils de gouvernance, de lineage, de cataloguing, de glossaire métier, sous la forme de Dataplex. Mais en tout cas, ces outils-là sont aussi des facteurs clés de succès de ces entreprises-là. C'est bien beau de fédérer partout. Si j'arrive pas à retrouver la donnée après, j'ai recréé des silos en fait, j'ai pas fait un data mesh. Et donc je pense que c'est bien de pas forcément mettre la charrue avant les bœufs, de se poser la question organisationnelle quand on a tous les outils en main pour rendre possible la vision cible. Je pense que c'est un sain état d'esprit. Merci Johan, merci à tous.